Venir vous asseoir. Tu l'aimais ma chanson? Je m'en vais chasser le lion. Je suis une fille de camp de vacances. Donc, je vous invite à vous asseoir, tout le monde, s'il vous plaît. Pour notre début d'après-midi, les gens en ligne, on a respecté presque notre temps, 2 minutes de différence. Merci à tous les gens qui sont en salle. C'est un défi d'être réassis. Donc, je vous remercie. Pour cet après-midi, j'ai un beau rôle. J'ai envie de vous présenter quelqu'un qui est important pour moi et qui va nous accompagner pour toute l'après-midi. Donc, puis elle va nous aider à tout le déroulement de l'après-midi. Elle va nous réexpliquer le déroulement de cet après-midi. Je vais vous la présenter. Elle s'appelle Cathy. C'est Cathy Miron. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Elle a œuvré dans le monde des Équijustice pendant plus de 10 ans. Cathy, elle a été à mes côtés à Équijustice Rive-Sud. On a travaillé ensemble. On a commencé à pratiquer la médiation toutes les deux, à être formatrices toutes les deux, à voyager toutes les deux. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir invité Cathy. L'intention derrière, c'est que pour aujourd'hui, et puis ça va être la même chose pour demain, on a aussi une animatrice. L'intention, c'est de permettre à des gens de venir poser un regard aussi sur ce qu'on a à dire. Cet après-midi, on va vous parler de violences sexuelles dans le premier panel, violences intimes ensuite. Donc, Cathy, dans son monde, depuis qu'elle a quitté Équijustice, c'est une femme qui travaille au bureau du respect de la personne. Ils viennent de changer de nom. Donc, elle œuvre dans le milieu institutionnel, dans les universités. Elle est plus précisément à l'Université de Montréal, Cathy, depuis 5 ans. Elle est conseillère senior, je crois qu'on appelle. Donc, elle accompagne dans les universités toute personne qui sont concernées par un événement de discrimination, de violence, peuvent à la fois, moi, je vais dire l'autre, hey boy! C'est place à interprétation ce qui vient de se passer. Donc, pour les gens en ligne, désolé, il y avait du bruit de construction sur place. Donc, ce que je dis, c'est que c'est ça, Cathy accompagne à la fois les gens mis en cause puis les gens qui ont subi des torts dans les universités, dans les thèmes que je viens de vous parler. Donc, depuis 5 ans, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois l'équipe dans laquelle Cathy travaille, mais aussi les autres équipes des universités, parce que chaque université a un bureau similaire à celui de Cathy, qui est là pour les gens en milieu universitaire, que ce soit les étudiants, les enseignants, les gens qui côtoient le milieu universitaire pour être accompagnés s'ils ont vécu des situations difficiles en milieu universitaire. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont à la fois des politiques, des procédures, le milieu universitaire, des politiques, des procédures, des comités, dans lesquels ils accompagnent ces gens-là, puis qu'il y a aussi des gens qui demandent d'être accompagnés même un peu à côté des procédures. C'est un peu le propos que moi, je vais vous parler tantôt. Donc, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui se pose des questions. Leurs équipes se posent des questions aussi sur comment bien accompagner les gens, à la fois à l'intérieur des politiques, puis à la fois aussi quand ils choisissent de ne pas être tout à fait dans les politiques, mais d'avoir quelque chose en accompagnement tout de même. Luc, je suis claire? Okay. Parce que Luc, je regarde toujours son visage, puis là, s'il fait ça comme ça, je suis moins sûre de moi. Luc. Luc dit qu'il n'est pas vite. Donc, c'est ça. Fait que l'intention était de pouvoir permettre, parce que c'est des thèmes aujourd'hui qui sont des thèmes qui sont matière à réflexion, qui valent le temps d'être pris, dans lesquels Équijustice s'investit depuis quelques années. Donc, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur nous poser des questions, parce que Cathy, vous allez la connaître pour ceux qui ne la connaissent pas, mais une de ses grandes qualités, c'est la curiosité et la sensibilité. Donc, Cathy, son mandat, c'est à la fois de nous accompagner toute l'après-midi, mais aussi d'intervenir à l'occasion en posant des questions que vous posez peut-être pendant les présentations. Donc, elle va se permettre d'arrêter, elle va se permettre de nous dire s'il y a des choses qui la touchent, qui la heurtent. Donc, c'est le mandat qu'elle a, Cathy. Fait que Cathy, merci beaucoup de faire cet après-midi-là avec nous. Elle va nous présenter puis vous dire le reste de la journée. Merci, Marie-Ève. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je ne suis plus avec vous, mais je me sens vraiment choyée d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que mon micro, c'est correct ou c'est trop fort? OK, génial. Comme Marie-Ève le disait, oui, j'ai travaillé longtemps dans les Équijustice. Pour moi, la justice réparatrice, elle est tatouée dans mon cœur. Donc, j'essaie de la mettre en application dans le cadre de mon travail. Donc, Marie va parler des démarches formelles, des démarches aussi informelles. Donc, tous les aspects de médiation, de sensibilisation, c'est tous des aspects de mon travail qui font encore partie de mon quotidien. Donc, je suis vraiment choyée et contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le programme de l'après-midi est assez chargé.
On va commencer avec le panel sur dénoncer et après, avec 4 magnifiques dames. Par la suite, on va continuer avec une présentation de M. Rifiotis. On a le plaisir de l'avoir parmi nous. Pour par la suite continuer avec le témoignage de 2 personnes qui ont participé à un processus de justice réparatrice, Sophie et Éric. On va les accompagner, ils vont partager leur expérience. Et pour terminer, on va regarder une présentation à venir du documentaire de Pauline Voisard. Donc, voici le cheminement de l'après-midi. Le premier thème, dénoncer et après. Bien sûr, c'est un sujet qui me tient grandement à cœur parce que dénoncer et après, tout le monde le sait, en lien avec les violences à caractère sexuel, c'est un sujet, c'est une prise de conscience dans les dernières années qui a été vraiment émise sur la place publique par différentes manières, par la prise de parole, que ce soit de manière virtuelle, que ce soit de manière individuelle, que ce soit aussi d'aller chercher le soutien du niveau judiciaire ou non, du tribunal ou non. Donc, tous les aspects de violence à caractère sexuel et de dénonciation ont vraiment pris une grande place. Aujourd'hui, on reçoit 4 magnifiques dames, comme je le disais tantôt, qui vont nous faire part de leur expérience, de leur expertise en lien avec les dénonciations et les violences à caractère sexuel, mais selon leurs différents chapeaux. Donc, toutes ont vécu des expériences différentes en lien avec la justice réparatrice et les violences à caractère sexuel. Donc, je vais les laisser en discuter avec vous lors du panel. Je vais commencer par les présenter. Je suis désolée, je dois lire un peu quand même parce que je ne connais pas leur pedigree par cœur. Donc, on va commencer avec Mme Isabelle Briand. Je tiens à vous dire qu'on s'est quand même d'entrée de jeu entendu qu'on allait se tutoyer. Okay? Donc, Mme Isabelle Briand, qui est praticienne du droit depuis 30 ans, avocate criminaliste, procureure de la poursuite pendant une dizaine d'années dans des dossiers de crimes à caractère sexuel et de violence conjugale, a supervisé l'équipe de procureurs au bureau à la lutte à la corruption et à la malversation, enseignante à l'école du barreau, première avocate indépendante au Québec à exercer la médiation en contexte criminel. Donc, elle va nous partager, en fait, ses expériences qu'elle estime que le système traditionnel ne peut répondre nécessairement aux attentes des personnes. Elle va nous partager sa réflexion par rapport à ces enjeux. Par la suite, je vous présente donc Marie-Ève Lamoureux. Je pense que tout le monde la connaît. Marie-Ève Lamoureux, mon ancienne collègue, criminologue, intervenante, conseillère clinique, médiatrice, formatrice depuis maintenant 20 ans dans les équijustices. En 2018, elle a été directrice à l'EJPA et en médiation aux équijustices. Et tout récemment, en avril 2022, elle est maintenant directrice générale des équijustices. Bravo, Marie-Ève. On est fiers de toi. Et aussi, on n'oublie pas quand même qu'elle est médiatrice dans les cas de crimes graves pour le Service correctionnel du Canada. Et aujourd'hui, elle va justement nous partager, en fait, nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par le service de médiation spécialisé. Par la suite, nous allons entendre Catherine Voyer. Donc, Catherine qui est titulaire d'une maîtrise, sujet d'étude, la justice réparatrice en contexte de violence conjugale. Intervenante et coordo du service de médiation spécialisé à Équijustice. Puis, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'elle va faire parler les demandes reçues au service de médiation spécialisé dans les dernières années. Et la dernière et non la moindre, Laurence Marceau. Laurence, elle est auxiliaire de recherche en criminologie à l'Université Laval, agente de recherche pour le réseau Équijustice. Et dans ce cadre, elle effectue une recherche dialogue entre personnes victimes et personnes auteurs en matière de violence sexuelle, réalisée en 2021 auprès des bénéficiaires du service de médiation spécialisée à Équijustice. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'elle va nous partager l'expérience des gens qui ont participé à travers ce processus. Donc, merci, mesdames, d'être parmi nous aujourd'hui. Et on commence avec Mme Briand. Je vous laisse la parole. Un, deux, un, deux. Est-ce que ça va? Bonjour. En fait, bonjour à tous. J'aimerais dans un premier temps remercier les gens qui ont pensé, les organisateurs et organisatrices de cette journée pour cette charmante invitation. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Je me sens privilégiée. Alors, merci. Il est vrai de dire que je suis avocate, en fait, depuis plus de 30 ans. J'ai pratiqué tant en poursuite qu'en défense. Et pendant toutes ces années, et évidemment, pratiquer en poursuite ou en défense nécessite de travailler pratiquement tous les jours à la cour. Donc, c'est du litige essentiellement que j'ai fait tout au long de ma carrière, en fait, tout au long de mon parcours professionnel.
Je veux d'abord vous entretenir, il faut vraiment rester devant, hein. Je veux d'abord vous entretenir de mon passage en poursuite, de ce passage de 2001 à 2011 où j'ai traité, en fait, j'ai piloté exclusivement des dossiers en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. Durant ce parcours, évidemment, j'ai rencontré des centaines de victimes d'agressions sexuelles, de violences conjugales. Mon travail consistait en quelque sorte à écouter l'histoire, le récit, évaluer, écouter les préoccupations. Mais vous savez qu'un procureur de la poursuite n'est pas l'avocat d'une victime. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Alors, on écoute, on évalue et on vit toutes sortes de situations. La première situation dont je vais vous parler, c'est cette situation où j'ai évalué un dossier et je me rends compte à la lecture du dossier que le crime pour lequel on veut accuser un agresseur potentiel est prescrit. Oups! Désolé, madame. Désolé, monsieur. Il n'y a pas de poursuite. Deuxième situation, vous avez une victime qui communique avec un enquêteur de police pour lui dire, écoute, j'ai porté plainte, là où je veux porter plainte, mais là, je ne veux plus porter plainte. Je ne veux plus aller devant le juge. Mais je ne veux plus y aller parce que c'est bien trop long. Et ça n'a pas d'allure, 3 ans, 4 ans. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas le revoir, lui. Je ne veux pas le revoir, elle. Je ne veux pas avoir à raconter 4 fois mon histoire, 5 fois mon histoire, me faire contre-interroger sur la couleur de je ne sais pas trop quoi. Je ne veux plus y aller. Hein? Je ne veux plus y aller. Puis, tu as ces victimes qui, au bout du compte, réalisent qu'ils ne vont peut-être pas être crus par le juge ou la juge. Ça, c'est une autre situation comme procureur de la poursuite que j'ai vécue. Autre situation, écoutez, ici, il y a des procureurs de poursuite qui sont avec nous aujourd'hui. Ils vont m'entendre. Vous savez, on évalue un dossier. On évalue la preuve. Et là, on décide qu'on ne dépose pas d'accusation. Oh, madame, monsieur, je vous crois, mais je n'ai pas assez de preuves pour déposer des accusations puis aller devant le tribunal. Très intéressant. Ce sont des rencontres très intéressantes. Évidemment, je suis ici, c'est pas du tout intéressant, on s'entend. Et là, je badine. Alors, à cette époque, M. Charbonneau, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, alors. Alors, ce que j'aurais aimé savoir en 2011, en fait, entre 2001 et 2011, j'aurais aimé connaître l'existence de la médiation en contexte criminel. J'aurais aimé que les gens, les représentants des CAVAC avec qui je travaillais, que les policiers avec qui je travaillais connaissent l'existence de la médiation en contexte criminel. Pourquoi? Simplement parce que l'un d'entre nous, ou quelque acteur du système judiciaire que ce soit, aurait pu au moins informer mes victimes. Ça aurait été agréable. Maintenant, je suis avocate en défense et je vous dirai qu'après l'étude en médiation puis la formation de médiatrice que j'ai suivie, je n'hésite pas quand un de mes clients plaide coupable, quand un de mes clients désire plaider coupable, je n'hésite pas à discuter avec lui s'il veut avoir une discussion avec la victime, s'il veut lui expliquer. Hein? Pas justifier. S'il veut s'expliquer, puis s'il veut s'excuser, je n'hésite plus. Comme médiatrice, je considère que la médiation en contexte criminel, c'est un outil, une option
importante et intéressante, hein, qui fait partie, somme toute, des outils à utiliser en matière de justice pénale, en justice criminelle. Ce qui m'amène, par contre, à vous expliquer qu'à titre de juriste, il y a des moments où je prends des petits pas de recul. Je prends des petits temps d'arrêt. Et là, ce que je me dis, c'est « ouais, on a un processus de médiation, soit. Comme juriste, j'ai des problèmes à partir du moment où, en tout cas, je recule, puis je réfléchis. À partir du moment où une victime a décidé de porter plainte au service de police et qu'il y a une enquête de police en cours. Là, je recule. Je prends un peu de recul aussi quand j'apprends que la victime a porté plainte et qu'un procureur de la poursuite a décidé de déposer des accusations de nature criminelle. Pourquoi je prends un pas de recul? Parce que notre système de justice pénale est un des meilleurs au monde. Puisqu'il est un des meilleurs au monde, ou en tout cas, ce qu'on en dit, bien, on réfère à la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Puis cette charte-là, elle est là pour tous. Pour Laurence, pour Marie-Ève, pour Isabelle, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle prescrit? Elle prescrit des droits constitutionnels. Le premier droit constitutionnel que j'ai envie de vous identifier, c'est lorsque je suis arrêtée, j'ai le droit de garder le silence puis de parler à un avocat. C'est un droit constitutionnel. Autre droit, quand je suis inculpée, quand je suis accusée, je suis présumée innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a quelque chose là. C'est ça notre système de justice pénale. Donc, à titre de juriste toujours, je me dis, ouais, quand je vais mettre en contact une victime, partie 1, avec son agresseur, partie 2, qu'est-ce qu'il va se dire? On va parler de ce qui s'est passé, des faits, des aveux, des excuses. Mais moi, comme juriste qui crois que mon système de justice pénale, c'est le meilleur au monde, parce qu'entre autres, il y a la justice réparatrice, parce qu'entre autres, on a donc un système qui est hybride. Moi, comme avocate, je vais dire tout ce qui va se dire en médiation, il faudrait que ça reste confidentiel parce que, juridiquement parlant, je ne peux pas contraindre un accusé ou une personne éventuellement, hein, je ne peux pas le mobiliser là pour qu'ensuite il soit pris à la cour pour dire ben, je me suis déjà reconnu coupable. Donc, j'ai cette préoccupation-là. La confidentialité. À venir jusqu'à présent, on la préserve bien puis on va continuer à bien le faire. Pourquoi? Parce que notre système de justice pénale, c'est le socle, c'est les droits constitutionnels, mais il est joint et on joint là aussi le système de la justice réparatrice. Et là, on va réussir. Pourquoi on va réussir dans cette foulée-là? Bien, parce que là, ici, certainement, quand on est en justice réparatrice, une victime, on ne l'appelle pas un témoin. Elle est victime. Parce que cette victime-là, elle prend part au processus, comme vous le savez tous, parce qu'elle récupère, elle devient une partie au conflit. Alors, c'est pour ça, comme juriste, comme médiatrice, que je veux préserver la confidentialité. Mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux, donc, en médiation, quand le processus judiciaire ou le processus d'enquête a débuté. Pourquoi je continue à chercher? Parce que j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à trouver des options
comment dénoncer, comment mieux dénoncer. J'ai cherché, voilà. J'ai cherché et inévitablement, la médiation doit s'inscrire dans le système, dans l'architecture de la justice pénale au Québec. Inévitablement. Comme option pour les victimes, comme option pour mes clients, comme option tout court. Parce que la médiation, les attentes. Et comme procureur de la poursuite, il y a bien des fois où je n'ai pas pu les rencontrer, ces attentes-là. En terminant, j'aimerais partager avec vous ce que j'observe sur le terrain actuellement. Comme procureur sur le terrain, parler de la médiation, une fois qu'un dossier est judiciarisé en matière d'agression sexuelle ici, c'est difficile de revenir à la case départ et proposer une médiation en contexte criminel. Et ce qu'on observe sur le terrain actuellement, c'est des procureurs qui, avant de fixer des dates pour procéder à la cour, vont demander à des juges de procéder à des conférences de facilitation. Nous allons donc nous retrouver dans le bureau d'un juge comme avocat, en défense et en poursuite, et on discutera de la faisabilité de tenir une médiation en contexte criminel. Alors, pour le moment, c'est là qu'on en est. Les avocats sur le terrain, on a commencé à aller en fait. Et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci. Voilà. Isabelle, j'aimerais t'entendre dans ton expérience. Tu dis que maintenant, les avocats vont en facilitation. Pas les. Quelques avocats. Quelques avocats. Une très, très grande minorité. On est là. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'impact? Bien, écoutez, moi, ce que j'ai vécu, c'est que d'abord, j'ai réussi à convaincre un juge que si on devait procéder, bien, ça prendrait 10 jours d'audition. Alors là, déjà là, le juge en partant dit « ouais, OK ». Et je demande tout simplement une facilitation dans le bureau du juge en lui disant qu'écoutez, j'aimerais voir si on peut régler le dossier, j'aimerais pouvoir parler avec ma collègue. Puis, généralement, quand on demande une facilitation, c'est parce que ce n'est pas facile avec la partie adverse nécessairement, puis ce n'est pas la fin du monde que ce ne soit pas facile. Vous savez, il y a des litiges qui sont compliqués, puis c'est correct. Mais on s'adresse au juge purement et simplement, puis on discute de la problématique de manière confidentielle dans le bureau d'un juge. Fait que donc, c'est les deux avocats qui partagent au juge la possibilité de facilitation pour que par la suite se fasse une facilitation entre les deux personnes et par qui? Non, elle est demandée la facilitation séance tenante et la facilitation est tenue dans le bureau d'un juge. D'accord. On discute d'un dossier d'une manière confidentielle, effectivement, en l'absence de la victime et de l'accusé. OK. Puis les avantages de cette facilitation? Bien, écoutez, ce que moi, par exemple, je cherche, ce que je cherche à avoir, c'est la possibilité, sans dire déjudiciariser, mais c'est la possibilité de sortir un peu du cadre judiciaire quand on n'est pas visé par le programme de programme de mesure de rejet. Moi aussi, j'ai de la misère à le dire. Alors, c'est l'avantage ici. OK, parfait. Oui. Puis, les personnes qui ont participé, ça a été quoi le retour que vous avez eu? Écoutez, on a débuté ça il y a à peine quelques semaines. On n'a pas de retour encore. En ce qui nous concerne, on est au début. Donc, ce que j'en comprends, c'est comment ouvrir certaines portes à différents endroits pour venir justement permettre un échange entre personnes qui ont été impliquées dans une situation qui a eu des impacts. Et oui, par les conférences de facilitation, comme vous appelez, mais aussi à d'autres endroits. Merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment très intéressant. Merci. La deuxième personne qui est... Excusez-moi, mon plan. C'est moi-même. C'est moi-même. Donc, Marielle, allô, Alex. Merci, Isabelle.
J'entends qu'Isabelle elle a un rêve, c'est que les systèmes se parlent. Hein? J'entends l'hybride. Quand j'entends Isabelle, en fait, je pense aussi à nous, Équijusticiers, dans plusieurs régions du Québec maintenant. Il y a plus d'une quarantaine de médiateurs qui offrent des services de médiation spécialisés en matière criminelle. Puis c'est ce que je vais m'entretenir. Il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissez, mais je vais revisiter puis je vais venir nous repositionner sur pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce qu'Isabelle, elle parle de ses 30 ans d'expérience. Je pense qu'Équijustice a aussi une trentaine d'années et plus d'expérience qui fait en sorte qu'on est un peu rendu aux mêmes endroits, en fait. Si vous me permettez, juste médiation spécialisée, pourquoi qu'on l'a appelé comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans les situations qu'on reçoit. Médiation spécialisée, c'est les situations qui touchent plus à l'intime. Catherine va nous en parler tantôt. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques, elle est meilleure que moi pour parler de ça. Donc, mais ce que je veux quand même vous dire, c'est au-delà de 80 personnes juste cette année qui ont cogné à la porte pour des situations qui les touchent dans leur monde intime. Intime étant dans une agression vécue, on en a, hein, dans l'enfance, il m'est arrivé quelque chose, j'aimerais ça en reparler avec la personne qui m'a fait subir ou avec quelqu'un de proche de moi, je veux savoir s'il savait, je veux savoir si lui aussi il a été abusé. Ça peut être donc dans ce type de situation-là, ça peut être dans des situations dans des couples où il y a eu, hein, on a parlé, je ne me souviens plus qui a parlé tantôt de consentement, où il y a eu d'ambiguïté sur le consentement, où on n'a pas respecté mon consentement. Puis dans le fond, il y a quelque chose qui est un peu commun, qui est, ça me semble être difficile de cogner à la porte de la justice maintenant. Je voudrais savoir si cette option-là, d'avoir une conversation, mais peut-être pas tout seul, c'est quelque chose de possible pour moi. Fait que c'est ces gens-là qui nous contactent. Fait que c'est soit c'est avant le système judiciaire ou qui se posent des questions par rapport à leur choix, par rapport au système judiciaire, mais certains d'entre eux, c'est une fois leur passage judiciaire aussi complété. C'est-à-dire, ben oui, il y a eu la peine suite à l'infraction, mais maintenant, il me reste des choses. Il y a des éléments que je ne comprends pas. Le procès s'est déroulé devant moi. Je n'ai pas eu l'opportunité de dire certaines choses ou d'entendre certaines choses. Puis c'est des clés qui manquent pour refermer, ouvrir une porte. C'est des clés. J'ai besoin d'une clé. C'est surtout ça qu'on entend. Quand les gens appellent Catherine, hein, la plupart du temps aussi dans les Équijustices. Mais c'est ça qu'on a comme appel. Les premières réflexions, c'est ça pourrait-tu s'appliquer à moi? Je suis intimidée par le système. J'ai peur du système. J'ai honte de ce que j'ai vécu parce que même si on ne voudrait pas que les gens aient honte, ils ont honte de ce qu'ils ont vécu. Donc, j'ai honte, puis j'ai l'impression qu'à travers le système, je pourrais avoir honte encore ou plus encore, ou en tout cas, je me pose des questions. Fait que c'est le contexte dans lequel on reçoit les demandes. Moi, Marie-Ève, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais... Ben non, c'est ça que je veux. C'est quoi la différence entre la médiation spécialisée que vous offrez, puis aussi de passer au travers le programme de justice réparatrice par le Service correctionnel Canada? Parce que tu me disais, oui, ça peut se passer avant, mais ça peut aussi se passer après. Donc, qu'est-ce qui va venir déterminer vers quelle porte cogner? En fait, je pense qu'il y a des gens qui nous entendent ou qui se posent des questions, qui nous appellent. On va être toujours à la bonne porte pour référer au bon service. Cathy posait des questions sur notre service par rapport à d'autres. Tu sais, dans le fond, quand on parle de médiation spécialisée, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Fait que c'est soit je me pose des questions par rapport à la plainte ou je voudrais utiliser le dialogue, je voudrais avoir une conversation particulière avec quelqu'un, puis je ne suis pas dans le système. Le système ne m'a pas saisi encore. C'est plus informel. Oui, il y a quelque chose d'informel ou ça a été réglé, puis là, c'est après. Mais effectivement, comme les gens en salle le savent, mais les gens peut-être à distance moins, il y a aussi des programmes qui font en sorte que la justice réparatrice est appliquée dans le système lui-même. Chez les adultes, il existe cette ouverture-là. Je regarde Audrey qui est devant moi et Mélanie, en lien avec le programme de mesures de rechange, pas dans les contextes d'agression sexuelle pour l'instant, mais dans d'autres contextes, donc la justice réparatrice existe. Chez les adolescents, on le sait, on a plusieurs d'entre nous, ça existe, ces portes-là de justice réparatrice qu'Isabelle rêve chez les adultes. Il y a quand même des petits rêves qui ont été réalisés chez les jeunes. La porte de la déjudiciarisation, de la non-judiciarisation, mais aussi dans le cadre, une fois que le juge a ordonné chez les jeunes, on en a parlé dernièrement, ça peut être imposé comme condition d'une probation sur un mineur, mais ça peut être aussi des suspensions sur le banc. Donc, le juge suspend et confie, avec justice estrie, allez voir si la victime pourrait être ouverte à une médiation ou si elle a quelque chose à dire. Puis, comme on le sait, il existe aussi des jeunes qui, après leur passage judiciaire, voudraient, comme je l'ai dit tantôt, être en conversation.
Fait que je dirais que les grandes zones sont là. Je pense qu'il y en a tout plein à explorer encore. Puis mon message profond, là, je vois tout plein dans ma tête, dans plein d'endroits. Vous me direz si vous ne me suivez pas. Mais il y a quelque chose que j'ai la profonde conviction, c'est qu'il faut que ces portes-là existent. Ce n'est pas à personne d'entre nous à venir décider c'est quand le bon moment pour quelqu'un pour parler avec quelqu'un d'autre, si ça peut me faire du bien. Par contre, on peut nous dire des warnings. On peut nous dire, Isabelle nous l'a dit tantôt, oh, attention, contamination de la preuve quand c'est ici, ou ce moment-là, il est plus litigieux. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi des... Non, là, je m'en vais trop loin. Je reviens. Mon rêve, c'est que ces opportunités-là, ces portes-là, soient partout puis que les gens puissent les saisir en collaboration avec les différents partenaires. Parce que ce n'est pas vrai que c'est possible tout le temps et partout. Mais pour avoir accompagné depuis plusieurs années bien des personnes, je trouve que c'est pas grand-chose qu'on se penche sur la question puis qu'on organise chacune des portes pour que les gens puissent les utiliser. Je pense qu'on est assez intelligente pour trouver ces espaces-là dans le système, s'assurer qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient bien faits, que le socle de la justice, comme Isabelle dit, puisse être respecté. C'est ça, je trouve, le service de médiation spécialisée. C'est ça mon rêve. C'était là, j'étais dans ma tête. Je vous ramène dans mon rêve. Si vous êtes d'accord, je fais juste un petit retour en arrière pour y revenir, en fait. Là, je vais vous parler de ma partie de l'histoire. Je ne suis pas là depuis toujours, mais on me raconte quand même l'histoire d'Equijustice depuis longtemps. Peut-être que je peux vous amener, je vous ai parlé dans le monde des adolescents, hein, ça faisait quand même quelques années qu'il y avait des médiateurs qui accompagnaient un adolescent, une personne victime dans un contexte où ils pouvaient se parler. Moi, quand j'ai commencé... Ouais, non, ça, je ne vais pas aller là. Donc, il y avait ça. C'est pas intéressant, ça. Je vais rester où je suis. Donc, ça existait chez les mineurs, qui était plutôt dans les cadres de gravité objective. Hein? Gravité objective, hein? Gravité objective moindre. Donc, en déjudiciarisation. Puis, là, je ne pourrais pas nommer tout le monde. Mais il y a une gang, une délégation du REJAC Equijustice, là, dont le mandat a été confié d'aller voir est-ce que ce que vous appliquez à l'heure actuelle avec les jeunes contrevenants dans ces contextes-là, si vous le projetiez un petit peu plus loin dans des situations plus délicates, dans des situations de gravité objective plus grande, est-ce que ça tiendrait la route, votre approche, votre façon de faire? C'est ça qui s'est passé. Quand je dis délégation, c'est certain. Là, je sais que M. Charbonneau était là, je pense qu'il y avait des gens de l'équipe de Québec aussi qui étaient là. Donc, la question leur a été posée, puis ils ont fait une mission, ils sont en allés, leur choix a été d'aller au Minnesota, rencontrer Markham Bright, qui pratiquait la médiation dans des contextes comme ceux-ci pour les adultes, l'équivalent du service correctionnel, si vous voulez. Avec Markham Bright, ils sont allés voir comment la pratique se faisait. Ils sont revenus puis ont dit « Ouais, peut-être que notre approche n'est pas tout à fait parfaite pour les cas de crimes plus graves. » Par contre, là-bas, ils ont rencontré une approche avec Markham Bright dont les fondements étaient intéressants pour nous permettre d'aller plus loin, pour aller rejoindre un peu des pratiques plus affinées dans des cas complexes. Donc, ils sont revenus avec un beau bagage. Je dis « ils » parce que je ne suis pas là à l'époque, les gens, ont planché sur qu'est-ce qui étaient les éléments importants, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui se fait dans les cas de crimes graves aux États-Unis et retenir. Donc, ça en est suivi toute une formation pour les médiateurs de changement de pratique. Mais, ça, on ne peut pas le nier, ça a eu un effet important. Il y a aussi le Service correctionnel du Canada qui offrait la médiation dans des cas de crimes graves partout au Canada, ou en tout cas dans bien des provinces du Canada, mais pas au Québec. Et il y a eu un appel à candidature, puis en 2004, c'est Serge qui a été retenu comme candidat et qui s'est mis à pratiquer dans les contextes de médiation de crimes plus graves. Combiné à ça, là, on est arrivé. Cathy était là d'ailleurs. On est arrivé avec la gang des formateurs, puis Serge, il nous expliquait ses affaires. Là, on était évidemment curieux de ses dossiers. Il était très discret. Hein? Il respectait la confidentialité. Mais on lui posait des questions sur qu'est-ce qui est si différent? Comment tu fais les choses? Serge me disait oui, il y a une intensité différente. Oui, mais encore, c'est quoi l'intensité? Il dit il faut juste aller plus rejoindre les gens là où ils sont. OK, on va essayer de faire ça. Avec le temps, là, je vous saute des étapes, mais ça est ressorti un petit livre jaune. Hein? Vous connaissez pour plusieurs d'entre vous le petit livre jaune, donc les concepts vraiment approfondis et dans un bouquin. Mais si je reviens par le passé, donc Serge et l'équipe de formation ont réussi à traduire cette pratique-là pour qu'on soit confortable, les médiateurs, pour s'y investir dans des cas de crimes plus graves. Combiné à ça, Cathy était là encore, il s'est déployé chez les jeunes contrevenants le dialogue, donc faire des dialogues dans le cadre du rapport présententiel prédécisionnel pour la Cour.
Et donc, on était dans des situations vraiment de gravité objective plus grande. Puis, il y a vraiment eu un projet pilote encadré qui a permis à des praticiens de s'y inscrire et donc de faire évoluer la pratique. Et ce que je vous dirais, qu'on a beaucoup gagné en crédibilité à ce moment-là. On a travaillé très fort avec les partenaires des centres jeunesse à l'époque, qui existent encore sous d'autres noms. Donc, avec les collègues des centres jeunesse pour vraiment bien camper cette pratique-là et cette crédibilité-là. Moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Cette crédibilité-là a fait en sorte à la fois la confiance des médiateurs, la confiance des partenaires. Ça a fait en sorte qu'on s'est fait référer de plus en plus de situations dans des cas comme ceux-ci. Et il y a eu MeToo qu'on ne peut pas cacher. La compétence des médiateurs était plus grande. MeToo arrivant, il y a des gens qui ont cogné à notre porte en disant « Ça pourrait-tu être possible que je parle? » Mais je ne veux pas nécessairement dénoncer. C'est les premières fois où on en a entendu de manière plus claire parler par des gens qui en faisaient réellement la demande. Donc, il y a eu les cognages de porte, notre crédibilité. Il y a eu même des gens dans le domaine public, là, des documentaires, qui sont intéressés à nos pratiques, qui en ont monté des documentaires. Il y a eu la série Justice, il y a eu Deuxième Chance, où il y a eu des moments où on a vu la justice réparatrice se déployer. Puis, inévitablement, là, il y avait vraiment un effet direct. Il y avait des personnes qui appelaient et de plus en plus de personnes qui appelaient pour le demander. Sans nécessairement en faire la promotion. Absolument. En fait, le message, c'était, en fait, quand je suis chez moi puis que je vois que c'est possible, si je ne sais pas que c'est possible, je n'appellerai pas. Mais si je vois que c'est possible, ça devient une option pour moi. On ne peut pas l'imposer à personne, mais au moins, on le dit. Hein? On a le mérite que publiquement, des gens s'en saisissent. Puis moi, c'est comme ça que je vois que les choses se sont construites. Donc, il y a eu ce moment-là où il y a de plus en plus de gens qui l'ont demandé. Il y avait aussi des directeurs qui se disaient « OK, ça commence à prendre du temps parce qu'évidemment, c'est des dossiers dans lesquels… » Pas évidemment. Ce sont des dossiers dans lesquels le temps investi est grand pour les médiateurs parce qu'on est sur un rythme de temps. Bon. Fait que ces directeurs-là, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut s'entraider, est-ce qu'on peut encadrer la pratique. Ça a eu ça comme effet. Puis, on s'est dit aussi, bien, on pourrait aller chercher des subventions pour essayer encore mieux l'encadrer, de le rendre plus provincial. Et c'est là, entre autres, qu'on a vu apparaître Catherine Boyer, parce que dans le fond, on a reçu un soutien financier qui nous a permis d'engager quelqu'un pour la coordination. Donc, maintenant, les appels rentrent et ils sont répartis entre les médiateurs. Et donc, c'est ce qui est le service aujourd'hui. Ça nous a permis aussi, c'est sous-là, juste après, ça nous a permis aussi de réunir des partenaires convaincus, pas convaincus, autour d'une table en leur disant, écoutez, pour nous, c'est important de se mettre tout nu, puis de vous dire exactement comment on travaille, puis d'entendre ce que vous avez à nous dire sur nos pratiques. Pour nous, c'était vraiment important. On ne voulait pas passer à côté de ça. Fait qu'on a pris du temps d'entendre les commentaires, qu'est-ce qui chicote, qu'est-ce qui les gens adhèrent, et permettez-nous de vous parler de nos pratiques, comment on accompagne des gens, quand on dit la sécurité, c'est important, hein? OK, mais quelle sécurité, qu'est-ce qui manifeste, comment on le traduit, comment on peut s'assurer que ces processus-là sont sécurisants, constructifs, autant pour un que pour l'autre. Fait que, ouais, tu voulais me dire quelque chose. En fait, je voulais savoir, c'est qui ces médiateurs-là? Est-ce que c'est dans les différents équipes de justice au travers le Québec? Est-ce que c'est plus centralisé à un endroit? Non. En fait, au début, les demandes étaient plutôt dans le coin de Montréal, dans le coin de Québec, mais rapidement, d'ailleurs, quand on a reçu les sous, la question, c'était êtes-vous capable de couvrir tout le Québec? Notre réponse a été de dire oui, puis vous le savez, on a offert 2-3 formations. Et donc, notre intention, c'était vraiment qu'il y ait des médiateurs partout, mais maintenant, ce n'est pas ton lieu qui était ta qualité première, mais plus ta compétence. Fait qu'on a fait des formations qui rassemblaient des gens. Et là, c'est une quarantaine partout au Québec. La plupart, ce sont des salariés, des équipes de justice qui pratiquent la médiation depuis longtemps. On a aussi des personnes qui sont médiateurs bénévoles depuis longtemps. Donc, c'est cette combinaison-là de gens qui ont répondu aux très hauts critères pour devenir médiateur. Pour travailler dans les universités, on reçoit souvent des demandes de médiation en lien avec des violences à caractère sexuel, justement. Par certains moments, c'est moi qui le fais, parce que je crois que j'ai quand même certains outils dans ma poche. Mais sinon, je sais qu'on a justement à collaborer souvent avec les équipes de justice, à faire des références dans les équipes de justice pour justement s'assurer de cet accompagnement-là. Puis moi, pour siéger sur la table des agressions sexuelles à Montréal, je le sais qu'il y a encore des préoccupations, en fait, à permettre un échange entre une personne qui a été, entre autres, agressée sexuellement. Et ça perdure. Il y a de plus en plus d'ouverture, mais il y a quand même… c'est frileux. Les gens ont un petit peu peur. Fait que
je suis contente, justement, Marie-Ève, tu es venue justement présenter à la table des agressions sexuelles de Montréal pour venir un peu, justement, ouvrir sur le sujet, regarder c'est quoi les possibilités, permettre justement aux gens d'échanger. Puis je crois justement avec un service comme ça, où est-ce que des gens que ce soit une agression sexuelle ou tout type d'inconduite à caractère sexuel, peuvent être accompagnés par des professionnels, puis ils savent que ça peut exister. Puis ça, je pense que justement, si on ne le sait pas, si on n'est pas au courant du service, puis que si, par exemple, les intervenants ou les conseillers, on n'en parle pas, on n'en fait pas la promotion, bien, ces gens-là restent seuls chez eux à ne pas être accompagnés dans ces situations-là. Parce que le propos, c'est que je pense, puis là, je vais vous laisser là-dessus parce que je pense que j'ai été plus loin sur mon temps, mais je considère que c'est plus dangereux de ne rien faire en ce moment que d'accompagner des gens correctement. Parce que si ça ne l'empêchera pas, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut absolument les dénoncer aux policiers, parce que dénoncer, c'est plein de choses. Dénoncer, c'est le dire à quelqu'un près de soi. Dénoncer, c'est le dire au psychologue, pour moi. Là. Dénoncer, c'est aussi choisir de prendre la parole. Dénoncer, ça s'est fait sur Victim Voice. Dénoncer, c'est aussi appeler chez nous. Et je pense que si les gens ne sont pas accompagnés pour le faire, s'ils souhaitent le faire, ben, c'est plus dangereux parce qu'ils vont, pour certains d'entre eux, le faire quand même. Puis ça peut, parce que l'accompagnement en médiation, ça permet un recul de gérer, est-ce que je suis prête, est-ce que c'est jusque-là que je veux aller, qu'est-ce que je veux dire, d'avoir le contrôle sur qu'est-ce que je veux, la manière dont je veux le dire. Et donc, c'est ça que si ce n'est pas connu, on n'y arrivera pas. Il y a des gens qui vont le faire. Puis, il aurait pu bénéficier d'être accompagné. Fait que je vous laisserai là-dessus, peut-être sur l'espèce de réflexion. Je ne sais pas avec qui j'en ai parlé, mais sur cette espèce de réflexion-là que je vais vous amener sur un tout autre monde. Plusieurs d'entre nous sommes femmes. Plusieurs d'entre nous avons ou souhaitons ou allons avoir des enfants. Puis pour moi, l'option de la sage-femme en est une. Les sages-femmes existent, ils sont une option. Je veux vous y amener parce que les sages-femmes ont pendant longtemps été mises dans un coin, mais les femmes, c'est ça qu'elles voulaient. Puis c'était caché, puis on ne le voulait pas, puis on le tassait. Puis c'est pas, je ne sais pas pourquoi. Par contre, c'est vrai que ça peut être dangereux. C'est vrai que ça peut être dangereux un accouchement qui n'est pas bien encadré ou un accouchement qui pourrait avoir une intervention chirurgicale. Mais je vous fais un parallèle qui est peut-être boiteux, vous irez où vous voulez, mais je trouve quand même que ça évoque quelque chose. Qui est l'idée que ça se passe, la justice réparatrice. Il peut avoir des dangers à le faire seul, il peut avoir des préoccupations, Isabelle, elle nous en a parlé, mais c'est ensemble qu'il faut le faire. Fait que maintenant, comme femme, je peux choisir la sage-femme, mais je sais que la sage-femme est associée à un milieu hospitalier, puis que si ça ne fonctionne pas, on va y aller. Les collaborations sont faites, et la crédibilité de part et d'autre, elle est là. Donc, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais... C'est intéressant. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai bien aimé ça, même. Donc, merci. Puis je laisse la parole à Catherine. Merci, Marie-Ève. Donc, justement, pour compléter Marie-Ève, Catherine, voyez, je te cède de la parole, en fait, en lien avec la recherche, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. En fait, ça va être Laurence qui va parler niveau recherche, mais moi, ça va être au niveau des chiffres. Au niveau des chiffres. Oui, c'est important quand même parler des chiffres parce que ça vient justement confirmer qu'il y a des gens qui demandent nos services. Et encore plus quand on commence tranquillement à mettre de l'avant la publicisation du service de médiation spécialisée. Moi, je le vois. D'ailleurs, quand les gens m'appellent parce qu'ils me le disent « Ah, écoute, j'ai entendu parler de vos services lors du balado que j'ai écouté. J'ai entendu parler de vos services parce qu'il y a un organisme qui a fait une capsule sur Instagram. » Donc, tu sais, moi, je le vois directement qu'il y a vraiment un lien entre justement le fait qu'on met de l'avant, notamment sur les médias sociaux, le service de médiation spécialisée puis l'augmentation des demandes. Donc, je ne sais pas si c'est possible de… oui, OK, Alex me fait signe. J'imagine qu'il y a des… Est-ce que tu veux que je me passe? Moi, je pense que ça va être correct. On a prévu une petite présentation pour les chiffres. Naturellement, les informations que je vais vous donner aujourd'hui, c'est beaucoup des informations préliminaires, en fait. Okay? Vous allez avoir plus d'informations sur le rapport annuel qui va paraître, qui va aller plus en profondeur sur justement les demandes, en fait, les statistiques officielles qu'on va sortir de ça. Okay? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a voulu vous montrer, en fait, la progression, finalement, des demandes à partir justement de l'année 2018 en médiation spécialisée. Okay? Où est-ce qu'avant que le service soit officialisé, on a quand même commencé à répertorier les demandes, je dirais même à partir de 2016. Okay? Donc, si on regarde 2018-2020, il y a autour de 58 demandes qui ont été faites au réseau. Ensuite de ça, pour l'année 2020-2021, il y a eu 43 demandes reçues.
Et là, cette année, vous allez voir dans à la présentation, c'est marqué 77, mais là, ce matin, j'ai eu d'autres informations comme quoi qu'on s'approcherait davantage du 80. OK? Pour cette année, donc 2021-2022. Donc, 80 demandes. Wow. Et on commence là, à mettre plus d'avant justement la publicitation des services. Donc, ça risque d'augmenter, on l'espère, pour les années futures. OK? La partie que vous ne voyez pas, en fait, c'est comme je vous mentionne, depuis 2016, on a commencé tranquillement à répertorier les demandes. Ça fait que finalement, depuis 2016 à aujourd'hui, en fait, les médiateurs et les médiatrices au réseau, vous avez accompagné près de 240 demandes. Wow. Et ça, c'est pas rien. OK? Ces demandes-là demandent beaucoup de temps. Hein. On a parlé tantôt d'investissement. On a voulu vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble un peu. Donc, je passerai peut-être à la prochaine diapositive. OK, excusez-moi, je ne suis pas habituée. Merci, madame. Donc, c'est marqué 77 demandes, c'est davantage autour de 80, comme je vous mentionnais. Là, on a ajouté parce que moi, je souhaitais vraiment vous montrer, en fait, c'est bien de parler du nombre de demandes, mais en fait, qu'est-ce que ça demande en termes d'investissement pour les médiateurs et les médiatrices? OK? Ce qu'on peut voir, en fait, c'est tout dépendamment de l'état d'avancement du dossier. Donc, il y a des dossiers qui sont en cours, en pause, en fin de démarche, quand on les compile. Mais on peut voir que ça peut prendre des ateliers de communication, donc de temps d'investissement entre 1 heure et jusqu'à 48 heures d'implication. Donc, c'est pas rien. Ensuite de ça, au niveau du type d'échange, en fait. Donc, il y a des gens qui sont amenés à réfléchir justement sur, tu souhaites faire un processus de dialogue. Donc, quand ils sont rendus à identifier avec qui ils souhaitent échanger, la grande majorité des personnes souhaitent échanger avec des personnes qui sont liées à leur propre situation, donc directement ou indirectement. Des personnes qui se connaissent. Donc, par exemple, ça peut être une jeune fille qui souhaite discuter avec sa mère pour savoir si elle savait que son père l'agressait plus jeune. Ça peut être la jeune fille qui veut discuter avec le père directement. Ça peut être également plus élargi, hein, donc une personne qui nous appelle et qui dit « Écoute, moi, j'ai été victime d'agression sexuelle et je souhaite discuter avec une amie qui, lorsque j'ai annoncé mon agression, n'a pas su m'apporter le support nécessaire. » Okay? Ça peut aller plus large. Donc, des gens qui demandent, on va les voir tantôt, c'est oui des personnes victimes, oui des personnes qui sont présumées auteurs de violences, des personnes qui ont agressé, mais ça peut être aussi également des proches, des témoins aussi également qui font la demande de ce service-là. Il y a, pas tout de suite, trop vite. Merci. Donc, c'est ça, 67 quand même sur 77, si on regarde encore le même chiffre de tantôt. Ensuite de ça, là-dessus, il y a quand même 4 situations où les demandeurs visaient un échange avec une ou des personnes qui n'est pas liée finalement, qui ne sont pas liées à l'événement en particulier, des gens qui ne se connaissent pas à ce moment-là. C'est un peu ça la différence aussi également. Donc, il y a des gens qui... il y a une personne qui peut m'appeler et me dire « Écoute, moi, là, mon nom est sorti sur les médias sociaux, sur Victim Voices. J'ai tenté par le passé de chercher une forme de discussion avec la personne que j'ai lésée. Ça n'a pas fonctionné. Mes attentes par rapport au réseau Equijustice, par rapport à la démarche que je souhaite faire, c'est discuter avec une autre personne qui, elle aussi, a dénoncé sur les médias sociaux pour voir un peu l'impact que ça a eu justement dans sa vie, parce que moi, je souhaite avancer dans ma vie à ce sujet-là et ça me prend cette information-là. En fait, j'ai envie d'en discuter, voir comment ça s'est passé. C'est possible. C'est une démarche qui est non liée. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leur agresseur. Qui ne connaissent pas leur agresseur. Donc, à ce moment-là, ils nous appellent et ils disent « Écoutez, moi, je connais votre service, je ne connais pas mon agresseur, mais je souhaite avant tout, en fait, pouvoir discuter de ce qui m'est arrivé puis déposer ça, en fait, déposer mon sac à cette personne-là, puis lui parler des conséquences que ça a eu dans ma vie, en fait. OK? Des gens qui ne se connaissent pas. Ça fait 71 demandes. Fait que là, il manque comme 6 personnes. Bien, en fait, ces 6 personnes-là, c'est parfois des gens qui ne sont pas encore rendus à savoir avec qui ils souhaitent échanger. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Écoute, tu es la première personne à qui j'en parle. Ça fait 40 ans que ça s'est passé. » Donc, il y a des gens qui souhaitent déposer ça avec un médiateur ou une médiatrice pour voir ultimement qu'est-ce qu'ils souhaitent faire par rapport à cette situation-là. Est-ce que c'est d'échanger avec la cousine qui a été témoin de ce qui est arrivé et qu'elle n'a rien fait? Est-ce que c'est discuter avec la mère qui a posé les gestes? Est-ce que c'est de parler avec le père? Donc, il y a plusieurs options possibles et parfois, ça mène à de la médiation élargie, en fait, donc avec plusieurs personnes ou faire plusieurs processus. C'est possible également. OK? Ensuite, Alex, on peut passer à la prochaine.
Donc, toujours basé sur le 77 demandes qui en particulier 80. La plupart des personnes qui nous appellent pour initier la demande de service, c'est des personnes victimes. En grande majorité encore cette année. La particularité, c'est qu'on a eu davantage de personnes auteurs de violences, en fait, qui nous ont appelés pour initier les demandes. Ça, c'est la particularité de cette année par rapport aux autres années. OK? Ensuite de ça, les 6 autres personnes, c'est ceux-là que je vous mentionnais tantôt, ça peut être les proches, les témoins, un ami qui soit discuté avec une autre amie qui aurait posé des gestes inappropriés envers une autre personne, notamment. OK? On peut continuer. On reste encore dans les grandes tendances. OK? Encore cette année, 75% des demandes visent des situations en violence sexuelle. OK? Donc, c'est des situations justement d'agression sexuelle à l'intérieur d'un couple, en fait, entre partenaires intimes. Ça peut être également des violences intrafamiliales, de l'exploitation sexuelle, de l'harcèlement sexuel aussi également, violence en contexte d'autorité aussi. Okay? Donc, ça rentre tout dans cette grande catégorie-là qui fait à peu près 75 %. Okay? Autre particularité de cette année, le 15,8 % en fait, violence conjugale, c'est qu'on remarque qu'il y a des situations où est-ce qu'il y a des violences multiples, où est-ce que les personnes en cause nomment en fait des situations de violence conjugale. Okay? Donc, ça, c'est une particularité au chiffre de cette année. Donc, on a eu de plus en plus de situations qui touchaient cette sphère-là, en fait. Okay? Ensuite de ça, les autres crimes contre la personne, ça peut être de l'harcèlement non sexuel, donc de l'harcèlement criminel. Ça peut être également des abus physiques, de la maltraitance envers les aînés aussi. Des vols de données. Donc, ça peut être assez aussi large, en fait. Donc, c'est tout ce qui touche finalement les violences interpersonnelles, autres que la violence conjugale et la violence sexuelle. Avant de terminer, tu peux aller à l'autre diapositive, en fait, Alex. Avant de terminer, je souhaitais quand même vous parler de quelque chose qu'on ne voit pas toujours, en fait. Il y a des gens, oui, qui vont nous cogner à notre porte parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'ils ont fouillé sur Internet, ils nous ont vus sur les médias sociaux, mais des gens, et ça, c'est très important de le dire, en fait, on est très contents, il y a des organismes qui parlent de nous. Okay? Moi, je les appelle les organismes relayeurs, en fait. Relayeurs. Okay? Donc, en tête de liste, les organismes qui nous réfèrent le plus de personnes vers nos services, en fait, c'est les CAVAC. C'est les premiers en tête de liste. Okay? Les deuxièmes, les CALAX. OK, quand même. Puis ensuite de ça, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Donc, on va avoir c'est ma psychologue qui m'en a parlé, des policiers. J'ai de plus en plus des juristes qui m'appellent aussi, qui me disent, écoutez, là, on a discuté, donc moi, l'avocat, puis la couronne, puis on a parlé de ça aux gens, puis ils aimeraient pouvoir commencer une démarche avec vous. J'en ai de plus en plus aussi. Des enquêteurs aussi également qui savent que ça ne va pas procéder dans le dossier, qui souhaitent amener cette option-là parmi le buffet de service. Donc, voilà. Ça termine pour moi. Merci. J'avais une petite question pour toi, Catherine. Donc, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que la grande majorité, quand même, c'est en lien avec les violences à caractère sexuel, les gens qui vont demander le service de médiation spécialisée. Oui. OK. Ça, c'est une tendance qui se maintient à date. En tout cas, on n'a pas des années de répertorier, mais du moins depuis au moins les 3 dernières années, les 4 dernières années, en fait, c'est ça qu'on remarque. C'est toujours une tendance qui se maintient, en fait. Puis est-ce que vous voyez s'il y a une distinction, est-ce qu'il y a des demandes faites par je sais pas, par des mineurs, par exemple, ou par des jeunes adultes davantage, ou c'est quoi votre type de clientèle? Oui, en fait, c'est davantage des gens qui sont majeurs qui m'appellent, mais c'est vrai que cette année, en fait, j'ai eu 2-3 appels concernant des personnes, des adolescents. Où est-ce que là, ça circule dans l'école, il faut faire quelque chose, on n'arrête pas de se croiser, c'est bizarre, il faut qu'on parle de ce qui nous arrive. Et ils sont accompagnés au même titre. On met davantage des gens aussi dans le coup. Hein. On collabore tout le temps, comme Marie-Ève disait, en fait. Encore plus, justement, quand ça touche des personnes mineures. Donc, c'est qui est autour de toi, on va les mettre dans le coup pour s'assurer, justement, que les parents aussi, ça fonctionne dans tout ça. Donc, oui, aussi également. Apparition cette année davantage. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de savoir que les CAVAX, les CALAX font beaucoup de références vers le service. Puis je sais aussi qu'au niveau des bureaux de respect de la personne, bureau d'intervention en matière de harcèlement dans les universités, de plus en plus aussi, on fait des références vers les éco-justices. Puis vous avez vraiment la crédibilité, en fait, d'offrir ce service-là là, aux yeux, en fait, du moins des universités. Fait qu'en tout cas, du moins, chapeau. Bien, merci, c'est gentil, mais merci surtout aux médiateurs et médiatrices qui font en sorte que c'est possible d'offrir ce service-là. Votre travail est très important. Merci beaucoup, Catherine.
Donc, Laurence Marceau, je te laisse la parole en lien avec la recherche. On t'écoute. Non. Allô? Est-ce que vous entendez bien? Non, sinon, je peux toujours donner mon... Laurence, assez pour voir. Allô? Oui, ça marche. C'est satisfaisant. C'est parfait comme ça. Donc, bonjour tout le monde. J'ai la chance aujourd'hui de venir finalement vous présenter les résultats plus empiriques de la recherche que j'ai menée en 2020-2021 sur le service de dialogue entre personnes auteurs et personnes victimes en médiation spécialisée finalement offert par Equijustice dans les cas de violence à caractère sexuel spécifiquement. Il va y avoir un petit PowerPoint qui va suivre, mais dans le fond, moi, j'ai fait une recherche qui est qualitative, c'est-à-dire que le but de la recherche était finalement vraiment d'approfondir notre compréhension finalement de l'expérience telle qu'elle était vécue par les personnes auteurs et les personnes victimes dans le cadre de ces services-là. Vous allez voir, je vais beaucoup me référer à mes notes parce que j'avais vraiment la volonté de rester collée finalement au discours de ces personnes-là. Donc, j'utilise beaucoup leurs propres mots finalement. Donc, voilà, on peut déjà changer de diapo. Donc, j'ai réalisé en fait 11 entrevues semi-directives auprès de 9 personnes différentes, ce qui veut dire que j'ai rencontré 2 personnes à 2 reprises. Parmi ces personnes-là, il y avait donc 2 personnes non-binaires, 2 hommes, ainsi que 5 femmes. Parmi lesquelles, finalement, il y avait 2 personnes auteurs qui étaient un homme et une femme et 7 personnes victimes. On peut aussi changer de diapo. Merci. Donc, j'ai rencontré, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées finalement qui étaient liées par le même événement, un peu comme disait Catherine tout à l'heure. Il y a 2 personnes qui étaient impliquées dans une situation finalement de violence sexuelle avec une personne du même genre, donc un homme et une femme. Et toutes les démarches ont été réalisées finalement avec l'autre personne directement impliquée dans la situation, donc soit la personne auteur ou la personne victime, à l'exception d'une seule qui a été réalisée finalement avec un proche. Au niveau des moments où j'ai rencontré les personnes, donc il y a 3 personnes qui ont été rencontrées avant la réalisation de l'échange. Donc, pour une de ces personnes-là, finalement, il n'y allait pas avoir d'échange puisque la personne victime avait refusé de participer au processus. Il y a 2 personnes que j'ai rencontrées avant et après l'échange. Puis finalement, il y a 4 personnes que j'ai rencontrées seulement après l'échange avec l'autre personne. On peut aussi changer. Merci. Donc, au niveau des contextes, les contextes étaient vraiment très variés. Il y avait 4 situations où les violences sexuelles avaient été vécues dans l'enfance. Donc, parmi celles-ci, il y avait deux situations intrafamiliales. 2 personnes qui étaient en situation de violence conjugale et une personne en contexte post-conjugal. Une autre que c'était en contexte de relation intime qu'elle ne s'était pas définie finalement comme étant en couple, c'était plutôt une fréquentation, une relation intime ou romantique. Donc, c'est comme ça que j'ai souhaité vous l'amener aujourd'hui. Puis finalement, une personne que c'était par une connaissance dans un contexte académique. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les grandes lignes des résultats qui sont vraiment, finalement, les points forts qui sont ressortis des résultats. Mais prochainement, il va y avoir un rapport qui va être publié puis qui va vraiment amener le détail, les nuances puis tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pour vous montrer un petit peu, justement, les grandes lignes de ce qui est ressorti des discours des participants et des participantes. Donc, pour l'entièreté des personnes que j'ai rencontrées, la démarche de médiation en soi, c'est-à-dire indépendamment de la réalisation de l'échange avec l'autre, avait été une démarche qui était significative, positive et marquante pour chacune. Les rencontres de la médiatrice, je vais dire médiatrice parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient été suivies ou accompagnées par une médiatrice. Elle leur avait même permis de cheminer, d'avancer, de tourner la page et même pour une personne de guérir. Donc, les résultats révèlent que pour l'entièreté des participants, finalement, le rôle de la médiatrice était un rôle extrêmement déterminant.
Et on pouvait aussi sentir qu'elle leur accordait finalement une grande confiance et elle le nommait finalement tel quel. Un autre point qui était très important, plus particulièrement pour les personnes victimes, c'était le sentiment de prise de contrôle ou de reprise de contrôle qu'elles ressentaient, notamment sur le déroulement du processus, puis qui passait par deux grands aspects. Donc, le sentiment de pouvoir de participer à la prise de décision, donc que ce soit dans chacun des petits détails liés au processus, mais également dans le processus de préparation avec la personne médiatrice. Donc, je vais vous lire un petit extrait qui est sur le... Donc, je voulais vraiment être en contrôle de la situation. C'est important pour moi que je n'étais pas en contrôle quand ça s'est arrivé. Donc, je me suis aussi beaucoup intéressée aux motivations et objectifs, ce qui ressortait beaucoup dans le discours des participants. Donc, pourquoi les personnes avaient choisi d'entreprendre ou finalement d'accepter de participer aux démarches. Les objectifs étaient, elles m'ont exprimé finalement que les objectifs étaient à la base des objectifs qui étaient exploratoires, qui se sont précisés au fur et à mesure des rencontres avec la personne médiatrice. Donc, parmi les objectifs les plus récurrents que j'ai pu observer finalement, il y avait le désir d'obtenir une certaine forme de réparation, la recherche d'un sentiment de sécurité ou d'une forme de sentiment de sécurité dans une forme d'amélioration finalement, et puis le désir d'avoir une démarche qui soit effectuée finalement en toute intimité. Donc, je vais vous parler de ces divers points-là. Donc, quand je parle de l'idée d'obtenir une réparation, en fait, ou même de l'idée d'octroyer une réparation, parce que ça, c'est également un objectif pour les personnes auteurs, il faut savoir que l'idée de réparation était propre à chacune des personnes rencontrées. Donc, parmi ces idées-là, l'idée d'obtenir réparation, il y avait notamment le fait d'avoir accès à la vérité pour une personne auteur, le fait de pouvoir exprimer à l'autre leur perception, les conséquences vécues et les torts causés suite aux violences sexuelles. Le souhait d'obtenir la reconnaissance de l'autre des gestes en fait, la reconnaissance de l'autre d'avoir posé les gestes de violence sexuelle, l'idée de présenter des excuses à l'autre, encore une fois, d'une personne auteur, et finalement, autant pour les auteurs que pour les personnes victimes, l'idée d'aller mieux. L'idée de quoi, excuse-moi? D'aller mieux. Ah, d'aller mieux. Oui. Donc, il y a une personne qui nomme « La démarche était réparatrice, mais pas dans le sens qu'elle réparait ce qui s'était passé. Elle réparait quelque chose dans le présent qui permet que dans le futur, ça irait mieux et de peut-être mettre une coupure avec ce qui s'est passé avant. » Toujours dans l'idée, en fait, d'obtenir une forme de réparation, il y avait vraiment, j'ai en fait identifié un enjeu, la présence finalement d'un enjeu relationnel qui était lié à la réparation. Donc, comme ça a été exprimé par les personnes que j'ai rencontrées, en fait, il y avait eu une blessure au niveau de la confiance accordée à l'autre et finalement un sentiment de trahison qui avait eu des conséquences importantes au niveau de la vie de chacune. Donc, comme présenté au début, selon les contextes, en fait, on peut voir que tous les répondants et toutes les répondantes avaient une forme de relation avec la personne avant les événements et le dialogue était pour eux une manière envisagée finalement afin d'obtenir réparation plus particulièrement par rapport à cet aspect-là. Donc, une personne nomme « Il me connaissait, il connaissait mes faiblesses, je ne comprenais pas comment il avait pu me faire ça. » Et suite à la démarche, finalement, cette personne-là avait pu avoir réponse à ces questions. Laurence? Je sais que souvent, au travers des années, nous, on le sait, les gens des équipes de justice, on est au courant à quel point que la réparation peut prendre différentes formes. Dans la tête des gens peut-être qui connaissent un peu moins ça, on pense souvent à la réparation comme de donner quelque chose, de réparer par un objet ou de réparer par... Puis là, en fait, ce que j'entends, puis je suis contente de l'entendre, c'est que ce n'est pas ressorti du tout dans ces expériences-là pour voir à quel point que la réparation, c'est beaucoup plus un cheminement intérieur, en fait, là, et qui va au-delà d'aspects pécuniaires ou de rétablir quoi que ce soit. Définitivement, tout à fait, oui. Dans le fond, la réparation était aussi une manière... la réparation consistait en fait à l'idée d'atteindre leurs propres attentes, d'atteindre leurs objectifs, puis ces objectifs-là pouvaient être compatibles chez l'un et l'autre, finalement. Donc, le processus est un réparateur. Exactement, tout à fait. Oui, exact. Au niveau de la notion de sécurité, donc la recherche d'un sentiment de sécurité, l'idée d'entamer des démarches
était pour les personnes victimes une manière de retrouver un sentiment de sécurité. Donc, le moyen envisagé pour le faire était finalement, lors de la rencontre, pouvoir discuter avec la personne auteur des modalités de leurs interactions. Fait qu'on peut penser à l'idée de comment ils et elles allaient occuper les lieux, comment ils pouvaient s'adresser un à l'autre sur les réseaux sociaux et les comportements adoptés en la présence de l'autre. Il y avait également l'idée de trouver une forme d'assurance que la personne n'allait pas recommencer, oui, envers soi, mais également envers autrui. Puis ça, ils envisageaient finalement le dialogue pour y arriver. Donc, pour celles et ceux qui avaient participé à un échange, cela avait beaucoup diminué. Donc, maintenant que je l'ai fixé dans les yeux pendant 5 minutes, je me sens capable de le croiser. C'est bon. Merci, Alex. Dans la même perspective de retrouver un certain sentiment de sécurité, en fait, les personnes ont abordé cette notion-là, mais par rapport à la démarche en soi. Donc, pendant les démarches, elles nomment avoir ressenti quand même certaines craintes, certaines insécurités et même des doutes. Et puis, pour surmonter ces aspects-là, elle nomme que l'accompagnement de la médiatrice et le processus de préparation ainsi que le respect de leur rythme leur ont permis finalement d'assurer un sentiment de sécurité psychologique et émotionnelle tout le long de la démarche. Donc, il n'y avait aucune place pour que ça dérape. Donc, c'est une personne qui a exprimé ça de cette manière-là. Donc, malgré le bon déroulement de la démarche, par contre, la forte majorité des personnes victimes a affirmé que le fait de se replonger dans les événements avait ravivé quand même des conséquences qui étaient liées aux conséquences des violences sexuelles. Donc, on a nommé notamment la peur, l'hypervigilance, les flashbacks, difficultés à fonctionner, troubles du sommeil. Donc, tout ça avait ressorti, avait ressurgi finalement pendant les démarches. Excuse-moi, Laurence, mais justement, le fait que ça ait ressurgi, comment ça a été, est-ce qu'on a des données sur comment ça a été adressé ou accompagné, ces flashbacks qui reviennent? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. En fait, je l'adresse juste ici, mais en fait, ça a été verbalisé au sein de la démarche à la personne médiatrice qui, finalement, ont travaillé sur ces séquences-là, ont travaillé sur ces craintes-là, finalement. Mais il y a également eu, pour certaines personnes, un accompagnement à l'extérieur, donc pour vraiment voir comment travailler plus spécifiquement les conséquences liées aux violences sexuelles. Puis, avec la médiatrice, en fait, c'est le respect du rythme. Donc, justement, il y a des conséquences qui réapparaissent et tout. Donc, on prend le temps de regarder comment on adresse, comment on aborde ces conséquences-là. Et puis, finalement, c'est sûr que j'ai rencontré des personnes qui avaient participé à l'échange, puis par la suite, elles nommaient justement que les conséquences avaient finalement diminué par rapport au début, au moment où elles avaient amorcé les démarches, malgré qu'elles étaient passées par un processus qui était assez exigeant au niveau émotionnel et psychologique, je dirais. Donc, ce qu'on en comprend, c'est que ces personnes-là peuvent aller aussi chercher du soutien à l'extérieur pour s'assurer, la médiatrice va s'assurer justement de leur bien-être tout au long du processus, donc soit un suivi psychologique, par exemple. Tout à fait. Puis, ça me fait penser à quelque chose, notamment, tout à l'heure, je vais en parler, la multipartialité des médiateurs et médiatrices, c'était quand même un enjeu pour certaines personnes auteurs, personnes victimes. Donc, ces personnes-là voulaient aussi avoir leur intervenante à eux. Et de cette manière-là, elle allait également à l'extérieur du processus pour avoir justement ce sentiment-là de ne pas partager finalement leur intervenant avec l'autre personne. Donc ça a été des moyens. Comme un espèce d'intervenant extérieur, là, qui n'est pas la médiatrice, qui est un intervenant, mais qui accompagne tout au long du processus. Exactement, qui était en parallèle quand même à la démarche, mais justement pour avoir leur propre intervenant. Donc, je pense que voilà. Donc, finalement, pour une démarche en toute intimité, donc qui était un objectif qui était recherché pour plusieurs, en fait, c'était très important dans le discours des participants et participantes, même si ce n'était pas perçu de la même manière pour tous et toutes. En fait, l'idée d'avoir vécu une violence sexuelle dans l'intimité faisait en sorte que pour plusieurs, leur besoin était finalement d'aborder cette situation-là dans l'intimité également. Donc, il y a une personne qui formule... Merci, c'était excellent comme transition. Je voulais garder l'intime avec l'intime. J'avais le besoin d'intimité et de ne pas s'exposer. La seule personne que ça concernait, c'était lui. Finalement, c'est la seule qui l'a reçu. Ça ne regardait plus personne. Je me suis vraiment sentie respectée. Je ne voulais pas l'humilier publiquement et le dire à tout le monde. Si lui le reconnaît, moi, j'avais ce dont j'ai besoin.
Cela dit, pour d'autres personnes, l'idée de pouvoir aborder les violences sexuelles dans l'intimité était au final une manière d'éviter finalement la lourdeur des procédures légales et les conséquences de ces procédures-là, autant pour soi que pour l'autre personne. Et même chose concernant l'idée de faire une dénonciation publique. Donc, on peut penser une dénonciation sur les réseaux sociaux ou une dénonciation sur les listes de dénonciation que l'on connaît. Il y a même un auteur qui nommait que pour lui, ça lui a permis de ne pas nier ou de ne pas se défendre, puisque ce qu'il aurait fait finalement s'il y avait eu une forme de dénonciation quelconque. Pour d'autres, par contre, l'idée que les violences sexuelles soient confinées à la sphère intime était exprimée comme étant dérangeante au niveau politique. Par contre, elle considérait que ces préoccupations-là et l'idée d'énoncer pouvaient être quand même compatibles avec une démarche de justice réparatrice en parallèle. Toujours dans la même perspective d'intimité, c'est parfait. La majorité des personnes, pardon, juste un instant. Donc, oui, pour la majorité des personnes, en fait, la justice réparatrice est une façon pour elles d'aborder leur vécu sans devoir en parler à leur entourage et sans devoir être étiquetées comme victimes. Donc, pour plusieurs, elles avaient des craintes par rapport spécifiquement, en fait, par rapport à la réaction de leur entourage concernant les violences sexuelles en soi. Donc, autant les auteurs que les personnes victimes, donc elles avaient la peur de ne pas être crues, le désir de ne pas blesser la famille, de ne pas blesser l'entourage, le sentiment de non-légitimité aussi ont fortement contribué à tout ça. Donc, en regard de tout ça, à l'intérieur des démarches, elles nommaient avoir le besoin d'être crues, soutenues et écoutées, et ces besoins-là avaient été finalement rencontrés. Donc, elles avaient obtenu une forme de reconnaissance, de légitimation et de validation de la part de la personne auteur, juste liée au fait qu'elle avait accepté finalement de participer au processus. C'est une forme de reconnaissance. Laurence, on se donne encore une minute. OK, oui. Pardon. C'est bon. C'est de ma faute. J'y vais, là, ça ne sera pas bien. J'avais pas de montre. Ça ne va pas bien regarder le temps qu'on n'a pas de montre. Mais aussi une forme de reconnaissance de la part de la médiatrice, mais du processus en soi qui était une forme de reconnaissance finalement. Il y avait aussi un désir d'intimité par rapport à la crainte finalement de faire des démarches qui soient perçues comme alternatives ou marginales. Puis ça, il y a une personne qui dit il faut que j'explique aux gens, il faut que je l'explique aux gens et déjà dire que tu es victime, c'est beaucoup, mais en plus dire que tu as choisi ce processus-là alors que les gens ne savent même pas que ça existe, ça non. Donc finalement, la justice réparatrice leur permettait d'en parler aux personnes de leur choix exclusivement finalement. Je voulais parler de quelques difficultés rencontrées, mais vous pouvez juste les observer rapidement. Donc, l'accès à l'information, la méconnaissance des services, la multipartialité de la personne médiatrice et finalement, l'investissement émotionnel et psychologique requis pour les démarches. Donc, ça, c'est des difficultés que les personnes ont rencontrées. Puis, je vais quand même prendre ma petite minute pour faire ma petite conclusion. Donc, les résultats démontrent finalement, selon moi, l'importance d'offrir le service de dialogue en justice réparatrice parmi l'éventail des services offerts. Donc, l'expérience de justice réparatrice comme étant positive, significative, a permis, comme on peut observer finalement, de répondre à une pluralité de besoins, d'attentes et d'objectifs, et ce, dans une variété de contextes. Les résultats illustrent également que l'accès à l'information concernant ces services est à bonifier et que l'accompagnement auprès des personnes, que ce soit fait par les personnes médiatrices, mais également les intervenants de tous les milieux, en fait, doit se faire dans la reconnaissance des enjeux liés aux violences sexuelles, et ce, dans la forme, mais aussi dans le fond, et en s'assurant de la sécurité des personnes impliquées. Donc, pour bonifier, il pourrait être intéressant de s'inspirer aussi des approches qui sont des approches sensibles, notamment au traumatisme, le Trauma-Informed Approach, notamment en anglais, et aux approches sensibles aux violences basées sur le genre aussi. Donc, je vous remercie. Merci, Laurence. Donc, merci beaucoup, mesdames. On va prendre environ 10 minutes. J'imagine qu'on raccourcit un peu le temps des questions. 10 minutes de questions de la salle. Je vous demanderai si vous avez une question, de rester assis et Chantal va se promener avec le micro. Donc, si vous avez des questions, juste levez la main, s'il vous plaît.
Ah oui, c'est vrai. Ou s'il y en a peut-être en ligne. Merci. Merci, Marie. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Non, ça ne marche pas. Le micro ne semble pas fonctionner. Hello? Oui, allô? Oui, alors on a une question en ligne de Patricia Marcondes qui aimerait, en fait, si vous pouviez nous parler un peu On plus t'entend de la pas très possibilité. bien. On t'entend pas OK. très bien. Donc, si vous pouvez nous parler un peu plus de la possibilité d'appliquer la médiation au cas des victimes d'agressions sexuelles qui sont des enfants et des adolescents Vous avez bien actuels. entendu? Je vais me Donc, pencher un la peu parce qu'on a possibilité de des... médiation au niveau des enfants et des adolescents. Oui, c'est ce que je comprends de cette question. Rapidement, c'est des médiations qui se font déjà, qui sont prises en charge parfois par la protection de la jeunesse elle-même. Ça ne requiert pas équijustice. Par contre, quand c'est un mineur adolescent qui est contrevenant et que ça concerne une jeune personne victime, donc équijustice peut être concernée. Puis on va évidemment, comme dans toute mesure qui concerne un adolescent ou un enfant, mettre les parents et les proches à profit pour trouver quel est le meilleur moyen pour accompagner ces gens-là, ces jeunes-là, mais tout en étant sécuritaires dans leur famille. Mais ça arrive régulièrement. Des abus, frères, sœurs, c'est des choses qu'on voit beaucoup en LSJPL. Mes collègues font tout signe que oui. Donc, c'est le contexte. Et ça me fera plaisir d'en parler davantage. Ceux qui ont des questions, de les garder, puis on pourra continuer de se parler si ce n'est pas aujourd'hui, parce que je vais laisser la place aux autres. Merci, Marie-Ève. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle? En ligne? De mon côté, en tout cas, c'est sûr que je trouve ça d'autant plus pertinent quand j'entends Laurence parler de l'expérience des gens qui ont participé. Puis moi, ce que ça m'allume, c'est de me dire, plus on va en parler, plus les gens, après ça, seront peut-être moins gênés ou plus à l'aise d'en parler avec les gens autour qui ont participé aussi à un processus de justice réparatrice. Parce qu'on sait qu'une personne en lien avec les violences à caractère sexuel, ça peut prendre de 6 à 10 ans si elle a été mal reçue quand elle a dénoncé la situation. Ça peut prendre 6 à 10 ans avant qu'elle puisse en reparler à une autre personne. Donc, si en plus, c'est difficile au niveau de dénoncer, mais qu'en plus, après ça, elle n'a pas trop de soutien ou le monde la juge, le fait qu'elle participe à un processus de justice réparatrice, ça peut être, comme dans le fond, revictimisant pour elle. Donc, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Oui, question. Oui. Est-ce qu'on m'entend? OK. Une autre question en ligne de spectateur anonyme. Merci pour vos prises de parole. Je serais intéressée à savoir comment vous intervenez dans les situations de violence conjugale. Il me semble que la médiation dans ce contexte peut être souvent contre-indiquée. Comment procédez-vous? En fait, que peu importe quelle sera la situation, notre intervention, l'accompagnement du médiateur va vraiment être sur mesure pour chacune des situations. C'est ce que je veux qu'on retienne déjà. Donc, dans des situations qui sont dans les violences conjugales, par exemple, le médiateur va être en proximité avec aussi les intervenants qui sont autour de ces personnes-là. Qu'est-ce que les gens ont à nous dire autour d'elles sur la sécurité? Qu'est-ce que la personne elle-même considère qui est un enjeu pour elle dans sa relation avec l'autre? Donc, il y a des situations dans lesquelles les médiateurs... D'ailleurs, je pense que ma meilleure réponse, je vais m'arrêter là, c'est aussi sur le fait que ce n'est pas parce que c'est dans un contexte de médiation que les gens vont être en présence un de l'autre. Ça me semble être un élément important à porter à votre attention et que dans les préparatoires, on va le voir si c'est un enjeu que les personnes soient en présence une par rapport à l'autre. Est-ce que les gens sont bien entourés, un et l'autre, et prendre le temps en préparatoire de le faire, mais on le fait, puis on va le faire aussi avec les partenaires qui sont concernés autant par un que par l'autre. D'autres questions? Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu entends, Marie-Ève, comme rencontre préparatoire? En fait, quand on parle, merci Audrey, quand je dis ou quand on parle dans notre réseau de rencontres préparatoires, vous allez le retrouver en profondeur dans le petit livre jaune. Si vous voulez en savoir plus, on va l'appeler atelier de com. Mais sinon, dans l'essentiel, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un réel contact avec chacun d'entre eux qui vont venir nous exprimer qu'est-ce qu'ils s'attendent de cette démarche-là, qu'est-ce qu'ils recherchent
en espérant une conversation, un contact avec l'autre. On va prendre beaucoup de temps à savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Comment ils veulent le dire, dans quelle disposition ils veulent le faire. On va créer un contact suffisamment profond que les gens vont pouvoir se permettre de nous dire ce qui ne se dit pas. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, une fois que je sais ce que je veux faire ou ce que je vais aller dire, on inclut aussi le fait que dans cette démarche-là, ça concerne aussi quelqu'un d'autre. Donc, cet autre-là qui va apparaître quelque part, qu'est-ce que je m'attends de lui? Avec quoi il pourra apparaître? Quelles attentes il peut avoir? Donc, c'est tout, là, je le résume en quelques mots, mais le travail préparatoire peut se faire, tu sais, quand je disais tantôt que ça peut se faire sur du long terme, mais c'est sur du long terme, trouver, bien, qu'est-ce que c'est les bons mots pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement aller rechercher? Si je recherche des excuses et que je ne les ai pas, si je recherche une reconnaissance et qu'elle n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Fait que c'est ce qui va se passer. Je dis beaucoup passer en rencontre préparatoire. Marie-Ève, tu n'arrêtes pas de parler du petit livre jaune. Est-ce que tu peux lui donner un titre à ce petit livre jaune-là? Pour les gens qui ne se connaissent pas. Oui, tu as bien raison. Les autres conférenciers vous ont présenté leur livre. Les liens vont être là. Le petit livre jaune, quand je l'évoque, c'est La médiation relationnelle, qui est un ouvrage qui résume la pratique qui est adoptée par Équijustice, mais que c'est une pratique et une approche en médiation qui a été rédigée par Charbonneau, que vous avez vu apparaître ce matin, et Rossi, donc Catherine Rossi. Merci, Marie-Ève. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Ah, ici. Chantal, on a une question ici. Mais au pire, je vais le répéter. Et après, je pense que ça va être la dernière question. OK, puis ça va être la dernière question. Brillant. Non. Ouais. Oui, je vais juste ou sinon, est-ce que tu veux résumer la question? Ou sinon, oui, c'est ça. Je pense que c'est important quand même de rapporter des propos. Tantôt, Isabelle mentionnait justement le fait que ça pouvait peut-être éviter certaines longueurs, justement. Puis Simon, ce qu'il disait, c'est est-ce que le fait justement de précipiter les choses ne pourrait pas avoir des enjeux autres, justement, de ne pas prendre le temps nécessairement pour accompagner ces personnes-là? Ça résume-tu bien? Bien, en fait, ma compréhension d'une démarche en médiation est à l'effet que c'est long aussi, la médiation. Mais c'est différent. C'est une autre attente. Et effectivement, on ne passe pas à côté du système de justice, puis on ne vend pas la médiation relationnelle. Hein, on ne la vend pas pour aller plus vite. Mais si je n'ai pas été claire là-dessus, merci beaucoup pour la question, parce qu'effectivement, c'est autre chose. Et d'ailleurs, pour terminer, un juge me faisait remarquer dernièrement que, ouais, comme option, la médiation, c'est pas mal long. Puis je ne suis pas sûre que moi, j'ai le temps d'attendre pour sentencer votre client, Maître Brillant. Alors, voilà, ça peut répondre. Plaisir. Merci beaucoup, mesdames, pour ce panel. C'est fort intéressant. On va prendre 2 minutes avant que M. Rifiotis se joigne à nous. On va placer la salle. Donc, on vous revient dans 2 minutes.